Bienvenue à tous. Que l'on soit au bureau, à l'usine ou même en télétravail, la sécurité et la santé, c'est la base de tout. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le cadre légal français pour bien comprendre nos droits et nos protections. Et vous allez voir, c'est un sujet avec pas mal de subtilités qui sont vraiment importantes à connaître. Imaginez la scène, une simple glissade sur le trottoir en allant au boulot. Alors c'est juste un coup de malchance, un désagrément personnel, ou est-ce que ça peut être reconnu par la loi comme un accident lié au travail ? Eh bien la réponse n'est pas si simple. Et c'est justement cette question qui nous ouvre la porte sur des définitions très précises. On va voir comment la loi fait la différence. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va définir ce qu'est un incident au travail. Puis, on regardera ce que ça coûte, réellement. Ensuite, on découvrira le rôle du CSE, ses outils et son action face au stress. Et pour finir, on verra que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Allez, on attaque tout de suite notre première partie. Quand on pense incident au travail, on imagine souvent une chute dans les escaliers ou une blessure avec une machine. Mais en fait, la définition légale est bien plus large que ça. Pour qu'un événement soit officiellement un accident du travail, la loi a une sorte de checklist en 3 points. Il faut un fait soudain, imprévu, il faut une blessure, qu'elle soit physique ou même psychologique, et, point crucial, il faut que ça se passe alors qu'on est sous l'autorité de l'employeur. Si ces 3 conditions sont réunies, c'est bien un accident du travail. Et si l'accident se produit en chemin ? C'est là qu'intervient la notion d'accident de trajet. La loi protège en fait le parcours habituel entre la maison et le boulot, ou entre le boulot et l'endroit où on mange le midi. Mais attention, le moindre petit détour peut tout changer. Prenons des exemples très concrets. Faire un détour pour déposer un enfant à l'école, ça, c'est considéré comme une nécessité de la vie courante, donc on reste couvert. Par contre, s'arrêter à la salle de sport après la journée ou faire ses courses perso, ça interrompt le trajet protégé. La différence se joue donc vraiment sur la nature du détour. Et enfin, il y a le 3e cas de figure, la maladie professionnelle. Là, c'est très différent, il n'y a pas d'événement soudain. Il s'agit d'une dégradation de la santé qui s'installe petit à petit à cause d'une exposition répétée à un risque, des produits chimiques, des gestes répétitifs, le bruit. Le lien de cause à effet se prouve sur le long terme. Bon, maintenant qu'on sait bien faire la différence entre ces 3 types d'incidents, regardons leur impact. Parce qu'au-delà de la blessure ou de la maladie, les conséquences, qu'elles soient humaines ou financières, sont très souvent sous-estimées. Et elles touchent absolument tout le monde. Ce chiffre, il est juste énorme. 86%. C'est la part des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, dans l'ensemble des maladies professionnelles reconnues. On parle de tendinite, de maux de dos chroniques, toutes ces affections liées aux gestes répétitifs ou aux mauvaises postures. Elles s'installent en silence, mais leur impact est massif. Pour la personne qui est touchée, les conséquences peuvent être dévastatrices. Au-delà de la douleur physique, c'est tout un équilibre de vie qui peut s'effondrer, avec des répercussions sur la famille, la confiance en soi, et bien sûr, tout l'avenir professionnel. Et du côté de l'entreprise, la facture est aussi très lourde. Le plus surprenant, c'est que ce n'est pas le coût direct des assurances qui pèse le plus. Non, ce sont tous les coûts cachés, la production qui ralentit, le remplacement organisé, la perte de compétences. On estime que ces coûts indirects sont 3 à 5 fois plus élevés que les coûts directs. Ça montre bien que la prévention, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors, face à ces risques et à ces coûts, qui est en première ligne pour protéger les salariés ? C'est le comité social et économique, le CSE. C'est vraiment l'instance clé, le gardien de la santé et de la sécurité dans l'entreprise. La philosophie du CSE et de la prévention en général, elle est parfaitement résumée par cette phrase. Un câble qui traîne, une personne qui trébuche mais se rattrape de justesse. Ce n'est pas rien, c'est ce qu'on appelle un presque accident, et c'est un avertissement gratuit avant qu'un incident plus grave ne se produise. Ce concept, il a même été modélisé. C'est la pyramide de Bird. Elle nous montre une réalité statistique assez frappante. Pour un accident grave, tout en haut, il y a eu à la base des centaines de petits incidents et de situations à risque. La logique est donc implacable. Pour supprimer le sommet de la pyramide, il faut s'attaquer à sa base. Et ça, c'est le cœur de la mission du CSE. D'accord, mais comment le CSE fait-il concrètement pour s'attaquer à cette base de la pyramide ? Eh bien, il dispose d'une véritable boîte à outils avec des missions très claires pour transformer la théorie en action concrète sur le terrain. Le travail du CSE, il s'organise autour d'un cycle en 4 grandes étapes. D'abord, il inspecte pour repérer les dangers. S'il y a un incident, il enquête pour comprendre les causes profondes. Ensuite, il analyse l'ensemble des risques de l'entreprise. Et enfin, il propose des mesures préventives à l'employeur. C'est une boucle d'amélioration continue. Mais la sécurité, ce n'est pas seulement une question de risque physique. Ça concerne aussi le mental, le bien-être psychologique. Et le CSE joue un rôle tout aussi fondamental face à ces risques qu'on appelle invisibles, le stress, le burn-out, le harcèlement. C'est sans doute l'un des plus grands défis du monde du travail aujourd'hui.
Sur un sujet aussi délicat, il faut être d'une clarté absolue. La ligne de démarcation entre la séduction et le harcèlement est très nette, et elle a un nom, le consentement. La séduction, c'est un échange basé sur le respect mutuel. Le harcèlement, c'est un rapport de force, de domination, où un comportement est imposé, ce qui crée un environnement de travail hostile. Et ce fameux consentement, qui est la clé de tout, il a des règles d'or. Il doit être donné librement et exprimé clairement. On peut le retirer à n'importe quel moment. Et il y a un principe absolument non négociable à retenir. Le silence ou l'absence de non, ça ne veut jamais, jamais dire oui. On arrive à la dernière étape de notre parcours, et c'est un point vraiment essentiel. La sécurité au travail, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'employeur ou du CSE. Pour que ça marche, ça doit être une véritable culture, partagée par tout le monde. Les rôles sont en fait parfaitement complémentaires. D'un côté, l'employeur a une obligation de résultat, il doit garantir la sécurité. Il ne doit pas seulement essayer, il doit y parvenir. De l'autre côté, le salarié, lui, a un devoir de vigilance pour sa propre sécurité et celle de ses collègues. Et surtout, il a l'obligation d'alerter dès qu'il repère un danger. C'est ce dialogue permanent qui crée un environnement de travail vraiment sûr. Et on va se quitter avec cette question. Au-delà des dangers évidents, des câbles qui traînent ou des machines mal protégées, quels sont les risques liés au stress, à la charge mentale ou aux relations de travail qui peut-être mériteraient d'être mis en lumière? C'est une réflexion qui est essentielle pour rendre chaque lieu de travail plus sain et plus sûr. Merci de nous avoir suivis.